Et puis pour aller un peu de l'autre côté du terrain, côté attaque de Boston, c'est vrai qu'on a deux thèmes principaux que sont, je trouve, le 3 points et le fait que ça y est, enfin on a des 3 points qui rentrent, avec notamment Sam Hauser qui a commencé un peu à mettre des tirs à 3 points. Tillman en a mis un même, carrément. Mais voilà, on a aussi cet aspect, ce petit boost du 3 points. Comme dit, au final, ils sont que à 36%, je crois, sur le match, donc c'est pas fantastique, mais moi j'ai eu l'impression qu'ils ont mis des tonnes de 3 points, un peu pour punir, un peu pour driving kick, extra pass, catch and shoot, et puis on met le 3 points qui fait mal. Donc ça a été assez cool. Je me demande à quel point les chiffres de généraux de moyenne de 3 points, de pourcentage à 3 points sont pas plus bas que ce qu'on pense, parce que sur la fin de match, ça a un peu bloqué. Mais bref, fermons cette parenthèse. Mais voilà, on a aussi, comme dit, Sam Hauser, c'est aussi pour ça qu'on le fait jouer. C'est parce qu'au bout d'un moment, on a un peu la théorie du ketchup, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu tapes, il n'y a rien qui sort. Et puis, un jour, à force de taper, ça sort d'un coup. Et là, on a eu ça, notamment sur la première mi-temps, on a eu plusieurs 3 points primordiaux de la part de Sam Hauser, notamment un où on le met exprès côté fort, avec que lui côté fort, sur une isolation de Tatum. Et donc, notamment, quand on a Doncic qui est sur Sam Hauser et qui tourne la tête pendant une demi-seconde, qui se retourne pour dire attendez, moi je suis côté fort, que quelqu'un côté faible vienne dans la raquette faire la pré-rotation. À peine le temps de faire ça que Tatum a balancé la passe à Sam Hauser, qui avec son no deep 3, le fait de shooter sans descendre la balle, shooter immédiatement, ça punit. Bref, voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Je trouve qu'on a aussi, plus généralement, on a continué à voir les Boston Celtics driving kick aussi, qu'on a décrit sur le début de série également, c'est-à-dire pas seulement je crée le match-up pour l'attaquer en 1 contre 1, mais je crée le match-up, le mismatch, surtout je vais chercher le mismatch, ça provoque des aides, donc je peux ensuite faire le driving kick, extra pass, catch and shoot, ça on a vu ça. Et puis je pense que l'autre aspect qu'on a déjà bien décrit, c'est tactiquement, c'est l'organisation du terrain, qui est fabuleuse, avec en plus, je trouve, sur ce match, un bon paquet de systèmes de jeu hyper intéressants de la part de Mazzulla pour justement aller titiller la défense de Dallas quand il faut, mais des systèmes qui ne... Voilà, ça saute pas aux yeux en tout cas. Ça saute pas aux yeux en termes de système un peu gadget, genre le système Elevator, genre le Horns ou des trucs comme ça, mais c'est des vrais systèmes de jeu qui sont scriptés et qui sont faits pour attaquer tel ou tel espace, tel ou tel défenseur. Donc un côté hyper intelligent, hyper bien scripté dans certains systèmes de jeu. Notamment, on va libérer un post-up de Jaylen Brown et puis on fait un renversement de jeu pour qu'il attaque un tel qui est plus petit au poste bas. Notamment, on va renverser le jeu de l'autre côté du terrain pour aller cibler, vu qu'on essaye de mettre Gafford ou Lively en tant que Lomen, on va les cibler directement. On fait tourner la balle pour qu'il puisse être attaqué frontalement et qu'il ne reste pas en tant que Lomen, par exemple. Et donc voilà, globalement, je pense qu'on a un peu tout l'enjeu de ces finales côté attaque Boston, un peu là-dessus, c'est comment est-ce qu'on arrive, enfin qui va remporter la bataille du low-man. Donc le low-man, un peu pour redéfinir, qu'est-ce que c'est l'aide côté faible. Voilà, très, très basiquement, pourquoi low-man, c'est littéralement l'homme le plus bas par rapport à la ligne de fond, donc c'est celui qui doit aider. Et qu'est-ce qu'a fait Boston très bien sur le début de série, c'est, vous le savez, soit de mettre proche du panier un petit, comme ça le low-man c'était également quelqu'un qui défend un petit, c'est un petit, donc Irving. Donc ça, c'est la fameuse technique du dunker spot. Et puis match 2, on l'avait décrypté en vidéo, si ça vous intéresse. Match 2, on a vu notamment beaucoup d'ajustements de la part de Dallas qui a commencé à faire des switches en fait off-ball. C'est-à-dire que notamment Gafford, plutôt que de rester sur son match-up de base, on le fait switcher. Et comme ça, Irving, tu restes pas en tant que low-man, tu vas prendre Horford plus haut sur le terrain, Horford qui est sur l'aile, et comme ça, Gafford peut rester dans le rôle du low-man. Et c'est lui qui peut venir aider au panier. Ok. En l'occurrence, ce qu'on a vu là sur ce match-là, donc c'est le contre-ajustement. C'est-à-dire que Dallas était bien ajusté pour commencer à faire beaucoup de ces switches off-ball pour garder le pivot dans le rôle du low-man qui vient aider au panier, qui vient aider efficacement au panier. Et là, le contre-move, ça a été plein de systèmes de jeu pour attaquer cette position du low-man. Dans le sens où si tu as envie de switcher off-ball et si tu veux garder Gafford dans une certaine position, nous on fait tourner le ballon et on t'attaque un peu 1 contre 1. Comme ça, tu peux pas être le mec qui aide, t'es le mec qui est face au ballon. Voilà, très, très simplement. Donc pas mal de très bons systèmes. Et encore une fois, voilà, finalement, on a aussi cet aspect de Joe Mazzulla qui sait ce qu'il fait et qui est très méthodique dans ce côté organisation du terrain, dans ce côté tel système joué pour telle raison, etc., etc. Après, je ne veux pas non plus tomber dans l'exagération et dans tout est brillant côté Boston et tout est nul côté Dallas. Je pense que, honnêtement, on est typiquement sur les mêmes Boston Celtics qui ont souvent été critiqués que d'habitude. C'est-à-dire, encore une fois, des tonnes de 3 points. Alors certes, c'est en catch and shoot et c'est sur des drives, ok, donc c'est plutôt des bons tirs, mais c'est beaucoup de 3 points et très peu de tirs au panier. Et en plus, très peu de lancers francs également. Donc,
Je pense que faut pas non plus être tout blanc tout noir. Je pense que c'est un peu les mêmes Celtics que d'habitude. C'est juste que bon ben là ça rentre assez et surtout c'est qu'on a aussi en face une équipe de Dallas qui n'arrive pas à scorer. Et bon en même temps c'est pas Dallas, ça vient pas que de Dallas. Hein. C'est aussi du crédit à donner à la défense de Boston. Mais finalement on arrive, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on a un peu le Boston de d'habitude en attaque avec les mêmes défauts que d'habitude, c'est-à-dire beaucoup de 3 points et finalement pas tant que ça de côté je peux aller au panier malgré tout, je peux scorer au panier malgré tout si je peux. Non. Mais par contre, pourquoi ça marche et pourquoi ça passe pour l'instant, c'est parce que c'est pas tant que l'attaque est devenue bonne, c'est pas tant que l'attaque devient élite pour corriger les défauts de la pression au panier, c'est plutôt que de l'autre côté, ils sont tellement excellentissimes pour défendre Dallas que ça passe, quoi. Ça passe. Mais finalement, il y a un peu cet aspect où, si je vous dis, c'est un profil de tir qui a été fait contre Miami l'an dernier et ça a terminé sur une défaite, c'est-à-dire 55% de tirs qui sont pris à 3 points, à peine 23 au panier, ce qui est extrêmement faible, 12e centile, à peine mieux que 12% de tous les matchs NBA cette saison. Voilà, et puis peu de fautes, donc beaucoup de 3 points, peu de tirs au panier et peu de lancers francs provoqués. Bon, bah ça, si je vous dis, c'est un profil de tir de Boston l'an dernier, match, je sais pas combien, match 2, où ils ont perdu contre Miami, bah vous me dites, oui, c'est évident, c'est Boston qui prend trop de 3 points, en plus, 36% d'efficacité, voilà, l'efficacité était pas là, ok, c'est un profil de tir du Boston, le maillot Boston d'habitude qui perd des matchs. Ce serait pas choquant. Et sauf qu'en fait, là, on n'a toujours pas un Boston qui a fait sa mutation, mais qui est tellement bon, en fait, qui est tellement bon défensivement que voilà, ça passe avec ce côté parfois imparfait en attaque. Il y a des séquences de jeu où on voit que ça ressort aussi. Le fameux run dans le 4e quart-temps où Dallas est en train de revenir avant l'expulsion à point nommé de Luka Doncic. Il y a des séquences aussi, on retrouve ce Boston qui ronronne dans le périmètre, qui prend des pull-ups un peu compliqués, qui fait pas ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, je veux pas être tout blanc tout noir. On a d'un côté excellents schémas défensifs qui sont parfaitement mis en place. De côté positif aussi, un Joe Mazzulla et un coaching staff de Boston qui est, je trouve, aussi excellent dans comment attaquer, pourquoi, de manière méthodique, de manière réfléchie et intelligente, même si c'est des systèmes de jeu qui semblent n'être pas grand-chose, mais en fait, tout est calculé. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce truc de, finalement, si Dallas arrivait un peu à faire sauter le verrou et à arriver à marquer des points, je pense que Boston n'est pas imprenable. Parce que Boston, en attaque, c'est pas parfait. C'est bon, c'est très bon. En plus, on a beaucoup de mouvements off-ball, beaucoup d'activités, d'un Jrue Holiday qui coupe dans le dos de la défense, des rebonds offensifs, comme dit aussi des tonnes de catch and shoot. Donc, c'est pas non plus c'est des tirs et des 3 points qui sont de qualité bien plus grande que les pull-ups à 3 points de Irving et Doncic. Mais voilà. C'est un peu marrant si vous êtes fan de Boston parce que vous allez gagner le titre a priori sur une équipe qui a toujours les mêmes défauts que d'habitude, qu'on a toujours décrié, c'est-à-dire très peu de tirs au panier, très peu de lancers francs et très peu de ce côté implacable pour aller au panier, pour créer du jeu, mais par contre des tonnes de 3 points. Donc peut-être que Boston va gagner le titre avec ce même profil de tir qui était critiqué avant. Et puis oui, j'en ai parlé aussi tout à l'heure, mais en effet, je pense que ce qui est bien dans ces finales aussi, c'est la capacité de Boston à non seulement défendre la transition, mais surtout à eux-mêmes se projeter très très bien en transition et aller chercher beaucoup de points faciles en transition. C'est même assez étonnant, quoi. Assez étonnant à quel point ils arrivent à multiplier le nombre de situations de contre-attaque qui sont des situations beaucoup plus rentables que la moyenne, beaucoup plus que du jeu de demi-terrain, évidemment. Et donc c'est ce qui fait qu'on a un Boston aussi bon, quoi. Qui arrive à gagner les matchs, notamment parce qu'ils vont grappiller beaucoup de ces points faciles et des points qui, à mon avis, sont un peu évitables. Côté Dallas, je pense que c'est dommage que les vis soient pas un peu plus resserrés. Mais voilà, notamment, exemple assez marquant et très précis. Sur ce match-là, par exemple, ils sont à 40% de fréquence de transition après un rebond. Or, on ne sait pas ce que ça veut dire. Sachez que donc, le nombre de contre-attaques suite à un rebond, non pas suite à une interception, mais après un rebond, notamment défensif, c'est un score qui est dans le 94e centile. 94e. Donc un score de nombre de contre-attaques générées après un rebond, donc juste on accélère le jeu après un rebond défensif. 94e centile, mieux que 94% de tous les autres matchs NBA cette saison de playoff. Voilà, donc on est sur une capacité à accélérer le jeu et à prendre à revers cette défense de Dallas. Et c'est aussi pour ça que je parle d'un peu de points évitables, parce que il y a aussi une question de repli, il y a aussi une question de vis qui sont pas assez resserrés, je trouve, comme on l'a aussi pas mal décortiqué en vidéo sur les matchs 1 et 2, si ça vous dit d'aller voir sur la chaîne YouTube, et même plus globalement, mais pas que après un rebond défensif, même après interception, et donc globalement sur les transitions, on est dans le 80e centile en termes de fréquence de transition sur ce match-là, ce qui est énorme, quoi.
Vraiment, et en plus, comme dit, même quand il n'y a pas forcément des points de contre-attaque sur la contre-attaque en elle-même, ça crée des mismatchs, ça fait de l'attaque en semi-transition où on va faire s'installer très tôt Tatum au poste bas contre un tel mismatch, et donc ça crée du jeu, ça fait extra passe, 3 points dans le corner pour Jaylen Brown. Voilà. Il y a aussi un aspect il y a le côté très méthodique de demi-terrain de Mazzulla qui est génial, mais en plus, donc on a cette projection en transition, et puis en plus, on a les rebonds offensifs qui font du bien. Donc voilà. Ah oui, pardon, j'en ai même pas parlé, mais c'est vrai que pour parler de ce côté-là du terrain, mais plutôt centré Dallas, bon, il y a tout ce jeu de match-up et de comment est-ce qu'on arrive à mettre dans ce rôle du Lomen ou pas, comment est-ce qu'on switch ou pas, ça c'est une partie ok, mais c'est vrai que pour le coup, là je trouve qu'en termes de performance défensive, c'est vrai que Doncic a été beaucoup plus mauvais que d'habitude en termes de premier rideau, et à quel point est-ce que ça compte? Je pense que ça compte quand même pas mal. Il y a notamment le fameux dunk là, de Jaylen Brown. Qu'est-ce que c'est? C'est un pick and roll où ça va chasser Doncic. Bon, le niveau d'effort, il est néant, quoi. Et je sais pas à quel point c'est de la santé, je sais pas à quel point c'est... je sais que beaucoup de monde aime pas qu'il râle sur les arbitres et lie un peu tout ça à son jeu. Bon, je sais pas, mais voilà. Globalement, je trouve qu'on a eu un mauvais Doncic défensivement, et ce qui fait que quand on a un premier rideau qui est à ce point poreux, certes, tu peux avoir des schémas qui sont faits pour inciter au drive vers une aide. Là, c'était pas le cas. Là, c'est beaucoup de juste je me fais blow-by et voilà, même si tu es censé avoir une aide derrière, c'est compliqué. C'est compliqué si tu n'arrives pas à offrir assez de résistance et à suffisamment freiner en premier rideau. L'aide en deuxième rideau peut pas tout rattraper, hein, surtout que c'est pas Rudy Gobert derrière, quoi. C'est Gafford ou Lively. Donc plus tu es mauvais en premier rideau, plus ça met du poids et de la pression sur le deuxième rideau qui ne peut pas tout rattraper mécaniquement. Et en plus, donc, on a Doncic qui n'a pas été bon du tout sur le ballon sur ce match-là. Irving qui se fait attaquer au poste bas, mais bon, ça c'est la taille, c'est normal. Plus donc Tim Hardaway Jr. qu'on a rajouté sur ce match-là également, parce qu'on attendait l'attaque mais qu'on n'a pas eu. Voilà, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, et c'est ce qui a permis à Boston de dérouler son plan de jeu habituel de allez, on met un tel ou un tel sur pick and roll, on crée le mismatch, ensuite le mismatch, il va être protégé par une aide, et donc on déclenche tout ce qui est drive and kick, extra pass, et donc catch and shoot. Voilà, ça fait le boulot de très très belle manière. Et puis pour le coup, je me demande à quel point est-ce que Jason Kidd pourrait pas, aller pour un dernier match là, ou pas d'ailleurs, parce que si la série se prolonge, si ça marche, mais à quel point est-ce qu'on peut pas aussi tenter de mettre plus de pression sur le ballon éventuellement? Est-ce que ce serait pas ça aussi la solution? Alors, tu pourrais t'exposer à du drive and kick, tu fais un 2 contre 1 sur le ballon et que tu mets la pression sur Brown ou sur Tatum. Bah oui, tu es en 3 contre 4 derrière. Donc, décalage, donc potentiellement extra pass, catch and shoot, etc. Mais de toute façon, ça, tu le fais déjà, en fait. Tu le fais déjà. Tu concèdes déjà des décalages, du drive and kick, des catch and shoot, de l'extra pass, du mouvement de balle, etc. etc. Tu le fais déjà en faisant des switches sur le ballon, et Boston est ensuite capable de punir avec ce jeu de drive and kick. Donc, au final, quitte à concéder ce décalage, est-ce qu'on pourrait pas aussi tenter peut-être de mettre plus de pression sur le ballon et de pas autant concéder des switches faciles à Tatum, à Brown notamment, mais pourquoi pas d'aller les titiller sur le passing et de faire des prises à deux plus agressives? Bon, c'est un peu une wildcard un peu agressive, je sais pas si ça va être joué, mais je serais un peu curieux, et on va peut-être finir là-dessus, on a déjà fait assez long, mais j'ai hâte de voir maintenant que Dallas est dos au mur, quels sont un peu les ajustements, même risqués, que Jason Kidd va pouvoir nous sortir défensivement, peut-être, pour le coup, mais aussi et surtout offensivement. Je pense que c'est un peu ce qui a été tenté là avec Tim Hardaway Jr. et son shoot. Bon, ça a été un gros loupé, mais là, dos au mur, faut tenter des trucs, je pense, et c'est l'heure de faire des stratégies à haute variance. C'est-à-dire, c'est risqué, donc tu peux le payer cher et la série peut être pliée, mais en même temps, tu peux aussi gagner gros si ça marche, donc c'est peut-être l'heure de dégainer la carte risquée en termes d'attaque, en termes de défense. Bref, on suivra ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.